Merci, bonsoir à vous toutes et à vous tous. J'espère que, après 2 exposés magistraux, je saurai vous maintenir éveillés en vous parlant de la recherche qualitative, le deuxième terme, si j'entends bien, de ce dont nous devons parler aujourd'hui. Alors, Bruno et Marie m'avaient gentiment demandé de faire quelque chose sur l'épistémologie de la recherche qualitative. J'ai dit oui, comme on le fait toujours d'habitude. Et puis après, je me suis dit par où je vais entrer pour développer ça. Et il m'est apparu, après réflexion, que peut-être la chose la plus pertinente pour essayer de traiter cette question des enjeux épistémologiques de la recherche qualitative, c'était d'entrer par le statut de la théorie dans la recherche qualitative. Ou plutôt de prendre comme analyseur les embarras, c'est le terme que je vais utiliser, les embarras de la recherche qualitative envers la théorie. Pour essayer de développer ça, je vais m'appuyer sur des auteurs que je connais le mieux, parce que je les ai traduits, qui me semblent être des emblématiques de la recherche qualitative, au moins dans le champ de la sociologie, et qui ont surtout l'énorme mérite d'avoir tenté d'expliciter leur procédure. Ils ne se sont pas contentés de chercher, ils ont essayé aussi d'expliquer comment ils faisaient pour chercher quand ils faisaient de la recherche qualitative. Je veux nommer d'un côté Howard Becker, notamment ses travaux, son ouvrage de travail sociologique, et puis un autre petit article qui s'appelle « Inventer chemin faisant », qui nous dit vraiment comment il s'y prend pour découvrir et comment il s'y prend pour produire du sens de la connaissance. Et bien sûr, je veux citer Barney Glaser et Anselm Strauss, avec notamment la découverte de la théorie ancrée, qui, j'essaierai de le montrer, n'est pas, si elle est bien ancrée, n'est peut-être pas aussi théorique qu'elle essaye de le dire. Donc, je vais m'appuyer sur eux. J'aurais pu trouver d'autres auteurs, j'aurais pu peut-être varier un peu les références, mais il me semble que quand même ça constitue des auteurs emblématiques à partir desquels on va pouvoir débattre de ces questions d'enjeux épistémologiques de la recherche qualitative. Alors, je vous donne un peu mon plan, un plan qui, sur le fond, va essayer de formuler de manière peut-être un peu provocatrice ces embarras, puisque premier de ces embarras, je vais essayer de le formuler ainsi, eh bien, les chercheurs qualitatifs, je réfère toujours à ces deux auteurs, mais beaucoup des qualitativistes réfèrent à eux, la recherche qualitative fait de la théorie, comme M. Jourdain, sans le savoir, et surtout sans vouloir le dire. Ça serait ma première idée. Mon premier embarras, pas le mien, celui de la recherche qualitative. Le deuxième, c'est un peu plus provocateur encore, c'est de dire, quand les chercheurs qualitativistes disent qu'ils font de la théorie, en fait, ils n'en font pas. Et je voudrais essayer d'étayer mon propos dans les deux cas, en prenant quelques exemples. Tout ça pour dire, mais pourquoi sont-ils aussi embarrassés avec la théorie? Et mon hypothèse, c'est qu'ils se situent dans un paradigme épistémologique que je vais essayer de qualifier et qui nous permettra peut-être de faire des liens avec les exposés précédents. Voilà. Donc j'y vais, si vous voulez, mon plan est simple. Première idée, ils font de la théorie sans le savoir. La deuxième, quand ils disent qu'ils en font, ça n'est pas vraiment. Et puis ensuite, pourquoi ils sont si embarrassés? Ça sera un peu ma conclusion, mais c'est tout simplement parce qu'ils se situent dans un paradigme épistémologique qui explique, à mes yeux, pourquoi la théorie est si encombrante en tant que telle. Voilà, donc, première idée, de la théorie sans le savoir. Ah oui, parce que en recherche qualitative, très clairement, il y a un mot d'ordre fort. Il faut éviter de se laisser importuner, de se laisser influencer par des catégories qui proviendraient d'un cadre conceptuel préexistant. Certains vont même jusqu'à prôner une certaine ignorance théorique, en raison même du fait qu'il faut véritablement travailler avec et à partir du terrain, directement avec les données.
Bref, en poussant un peu, et vous avez compris, ça sera ma logique, on pourrait dire que la théorie, pour beaucoup de qualitativistes, c'est un obstacle à l'accès direct avec la réalité. Dans la lignée de la théorie ancrée, on peut considérer ainsi qu'il faut arriver sur le terrain avec, pour reprendre l'expression de Glaser et Strauss, un empty state, l'idée d'un plat vide, l'idée qu'on doit arriver la tête vide en tant que tel, qu'on doit faire tabula rasa de toutes les connaissances antérieures, qu'il ne faut pas s'encombrer d'un état de ce qui a été produit précédemment, parce que sur le fond, fondamentalement, ce qu'il faut, c'est accéder aux données, et la mise entre parenthèses est vitale. Glaser et Strauss, par exemple, apparaissent très clairement pour les qualitativistes comme ceux qui disent qu'il faut s'éloigner de toutes les considérations et spéculations a priori, parce qu'il faut les éviter, parce qu'elles viennent empêcher la production ancrée, enracinée de la théorie. Becker va encore plus loin. Dans son style à lui très provocateur, il va beaucoup plus loin puisqu'il nous dit, et c'est le titre d'un de ses articles, la théorie est un mal nécessaire. Il dit qu'il commence toujours une recherche nouvelle avec une forte conscience de son ignorance. J'ajoute, et je le cite, de plus, je suis assez arrogant pour laisser de côté ce que les gens ont déjà écrit sur ce que je m'apprête à étudier. Ça mérite d'être clair. Il va encore plus loin. Il dit même, il ose même dire, c'est avec moins de théorie au départ que l'on produit de la bonne science sociale. C'est réglé. Je peux arrêter mon exposé là. Il n'y a plus rien à dire. Le sort en est jeté. Exit la théorie dans la recherche qualitative, on n'en a pas besoin. C'est pas aussi simple que ça. Et je voudrais essayer de le montrer. C'est pas aussi simple pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il me semble que toute recherche engage une certaine ontologie de l'objet, une certaine ontologie du social, dans le cas qui me préoccupe, et que, qu'il le veuille ou non, le chercheur va mobiliser cette ontologie, et celle-ci va avoir une influence sur la manière dont il va concevoir son enquête, sur sa sensibilité théorique, pour reprendre l'expression de Glaser et Strauss, ça va avoir une incidence sur sa logique interprétative. Or, la recherche qualitative a une ontologie très claire de son objet. Elle nous dit très précisément que ce qui l'intéresse, c'est d'expliquer un phénomène, quel que soit ce phénomène, du point de vue des personnes qui y sont impliquées. D'accord. Continuons. La recherche qualitative postule même, et c'est sa ressource analytique, que les individus agissent, font ce qu'ils font en fonction du sens qu'ils attribuent aux objets physiques, humains, abstraits, et à ce qui leur arrive. Donc si on accède au sens que les acteurs donnent à ce qui leur arrive, on peut dès lors accéder véritablement à la compréhension de l'objet. Mais en disant cela, vous comprenez bien qu'on a un outil très fort, un outil, un cadre, appelons-le conceptuel, un cadre qui va permettre au chercheur bien de développer son propos, de construire des catégories enracinées, montant du terrain, des catégories qui apparaîtront comme naturellement issues des données, alors que sur le fond, ces catégories sont issues d'une représentation de ce qu'il y a à expliquer, d'une vision ontologique de l'objet, et dès lors, dans une certaine mesure, on a affaire à des catégories qui semblent être naturelles et qui, sur le fond, ne vont pas être discutées, ne semblent pas être discutables, et qui pourtant sont des catégories, en quelque sorte, construites elles aussi. Bref, le chercheur pourra dégager des observations judicieuses, pourra faire des interprétations adaptées, tout simplement parce qu'il aura mobilisé un cadre analytique qu'il détenait a priori, alors même qu'il prétendait ne pas en avoir du tout. Bref, de la théorie
Il y en a, et il y en aura toujours, parce que sans vision du monde, sans pré-représentation de l'objet, ben, la réalité serait littéralement illisible et incompréhensible. De l'induction pure n'est pas pensable, c'est une illusion totale. Première idée qui nous amène à considérer, et je m'étais amusé à écrire un petit article sur les travaux de Becker, en essayant de montrer que, sur le fond, il faisait de la théorie sans le vouloir, sans le savoir, sans le dire, je ne sais pas, dans tous les cas, il avait un modèle théorique très clair, ce qui l'a amené d'ailleurs à le préciser un peu plus tard. Deuxième illustration de cette idée qu'on fait de la théorie sans dire et sans le savoir, c'est tout simplement qu'il va y avoir des aveux. Nos collègues, nos chers amis, vont avouer que sur le fond, alors qu'ils font un travail véritablement ancré à partir du terrain, un travail d'induction, n'oublions pas que Becker parle d'induction analytique pour qualifier la manière dont il travaille, Glaser et Strauss parlent de théorie enracinée, de conceptualisation à partir des données, eh bien, ils nous disent, et je cite Glaser et Strauss, une note en bas de page de leur bouquin majeur, La découverte de la théorie ancrée. Bien sûr, le chercheur ne s'approche pas de la réalité en faisant tabula rasa. Il doit disposer d'une perspective qui l'aidera à voir les données pertinentes et à en extraire les catégories significatives. Et encore un peu plus loin, dans la même note, en théorie ancrée, le chercheur doit avoir une perspective sociologique et une sensibilité théorique. Sans nommer laquelle, bien entendu. Allons plus loin encore. Becker, après avoir dit que sur le fond, il ne s'intéresse pas à ce que ses collègues ont écrit et qu'il veut partir avec une ignorance radicale de tout ce qu'on a pu dire sur ce qui l'intéresse pour chercher. Ça ne veut pas dire pour autant, dit-il, que je n'ai pas d'idée du tout. Je déteste la façon dont certaines personnes, suivez mon regard, font tabula rasa et évoquent leur travail de terrain en attendant simplement que les choses émergent. C'est ses collègues dont je parlais tout à l'heure, auxquels il fait référence, bien sûr. En fait, sa démarche, avec Becker, s'appuie sur des concepts de travail qu'il nomme explicitement. J'en cite 3. L'action collective. Ce qui l'intéresse, ce qu'il cherche à comprendre, c'est la façon dont les individus font des choses ensemble. Ce qui l'intéresse, c'est comment ils parviennent à coordonner leur activité de manière à agir, quel que soit le résultat final de leur action. Ce qui l'intéresse, c'est le processus. Rien n'arrive jamais seul et d'un seul coup. Tout procède par paliers. Dès lors, l'analyse sociologique pour lui consiste à trouver, étape par étape, comment la coordination s'est constituée et comment elle a été mise en œuvre par les différents acteurs. Donc, il a, en quelque sorte, un modèle préalable qui va lui permettre de lire la réalité. Et si vous regardez, par exemple, un de ses ouvrages majeurs sur les mondes de l'art, ben c'est très explicitement ce qu'il fait, voir comment, en quelque sorte, les mondes de l'art sont le résultat d'une action collective et de retracer le processus qui a permis de consacrer, à un moment donné, une œuvre comme étant une œuvre majeure, par exemple. De même, aveu de Glaser et Strauss, dans un de leurs ouvrages qui est véritablement une mise en pratique de la découverte de la théorie ancrée, la conscience de la fin de vie, ils nous disent, conscience de la fin de vie, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est en gros, qu'est-ce qui se passe autour de l'idée qu'à un moment donné, quelqu'un passe de malade à mourant. Et quelle est la conscience que lui, les différents acteurs peuvent en avoir. J'y reviendrai tout à l'heure pour présenter cet exemple. Mais ils nous disent, en mettant en avant que c'est une œuvre qui va exemplifier cette recherche, la façon dont on découvre à partir des données, ils nous disent, et ils citent très clairement, on doit vous rappeler quand même, chers lecteurs, que nous ne sommes pas tout à fait neufs par rapport à cette question. Elle nous est venue, si j'ose dire, à l'occasion de la mort de mon père, dit Glaser, de la mort de ma mère, dit Strauss, et d'un ami proche. À la suite de cela, enseigne Strauss, j'ai décidé de faire une petite enquête dans un hôpital pour savoir un petit peu comment ça se passait, parce que
en y réfléchissant, quand j'ai vu comment ça s'était passé avec ma mère, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la fin de vie. Ok. Et je les cite. Pour ces raisons, donc parce qu'on avait eu une expérience et parce qu'on a fait une recherche préalable, l'un d'entre nous a fait une recherche préalable, pour ces raisons, une attention particulière aux attentes de fin de vie et au contexte de conscience a guidé, entendez bien, la collecte des données. Vous vous rendez compte? Pour la théorie ancrée, imaginez qu'il y a un modèle préalable qui guide la récolte des données. Alors, sur le fond, le modèle, si tant est, on viendra tout à l'heure qu'on puisse parler de modèle, devrait logiquement émerger, pour reprendre le terme, devrait émerger des données qui ont simplement été ramassées, si j'ose dire, collectées, parce qu'elles étaient là. Donc, ce que je veux essayer de dire avec ce premier point, c'est que dans les deux cas, eh bien, que ça soit clairement avoué ou que ça soit dit du bout des lèvres, dans les deux cas, des choses préexistent, des constructions préexistent, des modèles, en tout cas, des structures d'interrogation préexistent à l'enquête. Pas surprenant, vous me direz. Mais pourtant, c'est ce qui semblait avoir et devoir être balayé préalablement. Mais si on regarde, quelle est la nature de ceux qui préexistent? Quelle est la nature de cette structure d'interrogation préalable? Très clairement, ça n'est pas un cadre avec des hypothèses très contraignantes. Pas du tout. C'est clair, si j'ose dire. Les chercheurs qualitativistes ne définissent pas clairement, dès le début de leur enquête, l'objet de leur enquête. C'est l'enquête qui va le construire, qui va le révéler. Et dès lors, ils n'ont pas strictement parlé de cadre d'analyse préalable. Simplement, ils ne partent pas sans bagage. Ils ne partent pas sans bagage, ils partent, alors, avec des idées, des lignes directrices, et une fois le travail engagé, une fois les premières données récoltées, eh bien, ils réexaminent ces pistes, ils en ouvrent de nouvelles, ils tentent des interprétations, ils révisent leur jugement analytique au fur et à mesure, chemin faisant, comme dit Becker. Donc, si je devais corriger, je dirais, ça n'est pas avec un empty slate qu'ils partent, c'est avec un open mind. L'esprit ouvert, mais un esprit ouvert, mais déjà informé, au sens premier du terme, c'est-à-dire presque déjà un peu mis en forme, mais suffisamment plastique, suffisamment souple, pour que, pour reprendre l'expression de Glaser et Strauss, leur sensibilité théorique puisse s'épanouir et leur permettre une révision analytique en cours de route. Bref, à la lumière de ce que l'enquête dévoile et de ce que le chercheur comprend de ce sur quoi il cherche, eh bien, ils vont pouvoir développer et construire tout un ensemble de catégories. Alors c'est une tension, si vous voulez, entre quelque chose qui existe, mais qui n'est pas littéralement structurant, mais qui est là, et qui, en même temps qu'il existe, va être mobile, plastique, va permettre d'être un outil de facilitation de la révision, de facilitation des transformations, plutôt qu'un outil de, on pourrait dire, de contrôle et de vérification de la conformité par rapport à ce qui est posé initialement. Deuxième grande idée, quand ils font de la théorie, c'en est pas vraiment. Quand ils disent qu'ils en font, c'en est pas vraiment. Alors, je vais essayer de prendre 3 exemples pour expliquer cela. La première, il y a une distinction forte. Donc, ça devient en quelque sorte lancinant, pour ne pas dire un peu épuisant, dans les travaux de Glaser et Strauss, c'est de dire véritablement ce qu'est la force de la théorie ancrée, c'est de pouvoir passer d'une théorisation substantive à une théorisation formelle. Là, véritablement, on atteint le nirvana quand on arrive à cette théorisation formelle. Quelle est cette distinction entre substantif et formel? Pour eux, c'est simple,
substantif, c'est un cadre explicatif qui vaut pour un objet concret dans un champ considéré. Formel, eh bien c'est un cadre explicatif qui vaut dans d'autres contextes et pour d'autres objets que ceux pour lesquels et dans lesquels il a été conçu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce passage, si vous voulez, les débutants, les amateurs, s'arrêtent au substantif. Les vrais vont, eux, aller jusqu'au stade du formel. Quelles sont les opérations mobilisées dans ce passage entre substantif et formel? Deux opérations. Une première opération, et ils sont très clairs là-dessus. Une première opération, dégager les propriétés. Autrement dit, si je fais un travail qui tente à qualifier, alors on verra quoi tout à l'heure, quelque chose qui soit une catégorie interprétative, je dois passer du substantif, du local, si vous voulez, à quelque chose qui serait transversal, je dois dégager les propriétés de cette catégorie. Je vais prendre un exemple tout à l'heure. Deuxième opération, une opération de translation. Après avoir dégagé les catégories, les propriétés de cette catégorie, je dois examiner les variations de ces propriétés dans d'autres contextes. Un exemple tout bête, dans un autre ouvrage qui porte toujours sur la même chose, mais qui n'a pas la même catégorie conceptuelle, dans un ouvrage qui s'appelle « Les transitions statutaires », il s'intéresse à comprendre, à partir de l'exemple du passage du statut de malade à mourant, il s'interroge sur ce qui pourrait bien être les propriétés de ce concept, de cette catégorie, de cette théorie, on verra tout à l'heure, qu'il dégage, qui est l'idée de transition statutaire. Et pour pouvoir qualifier cette idée, ils vont tenter, premièrement, d'en affiner les propriétés. Et les propriétés, ça va être, et je ne les donne pas, il y en a 12, je ne les donne pas toutes, mais j'en donne quelques-unes. Est-ce que cette transition est désirable? La désirabilité, on voit bien que là, normalement, elle n'est pas désirable. Est-ce qu'elle est évitable? Est-ce qu'elle est révisable? Est-ce qu'elle est individuelle ou collective? Puis on peut continuer. Est-ce qu'elle est explicite? Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle est légitime? Etc. Donc ce seront les propriétés de la transition. Et puis, après avoir dégagé cette propriété, ils vont faire une translation en disant quand vous tombez amoureux. Voilà une transition statutaire. Mon concept que j'avais construit pour le passage de malade à mourant, eh bien, en gros, je peux le faire valoir aussi dans un tout autre contexte, pour un tout autre objet, le fait de devenir amoureux. Et bien sûr, les propriétés vont varier. Et on comprend bien qu'il est probablement plus désirable de devenir amoureux que de devenir mourant. On voit bien que là, c'est une des propriétés, ça ne se fait pas tout seul de devenir amoureux, normalement. Que c'est révisable. Je peux ne plus être amoureux. Et vous pouvez continuer, vous voyez. Donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est que ce travail qu'ils font, qui est un travail remarquable, et je vous invite à lire ce livre, Les transitions statutaires, ce travail qu'ils font, il n'est quasiment jamais fait par les qualitativistes. Ils vous donnent tout bêtement l'idée, j'ai dégagé une catégorie, transition statutaire. Puis, débrouillez-vous avec. Et donc, on en reste, c'est ça que je veux dire, toujours au domaine substantif, et on n'atteint jamais le nirvana du formel, parce que justement, ces opérations de dégager les propriétés et dégager les variations, celles qui vont permettre la translation à d'autres contextes, eh bien, elle n'est jamais réalisée, parce que, tout bêtement, l'instant interprétatif, il est généralement ici et maintenant, sur cet objet, dans ce contexte, j'y reviendrai tout à l'heure, et c'est bien la difficulté. Donc, sauf de rares exceptions, on pourra dire, ce passage entre substantif et formel n'est jamais réalisé. Deuxième
grande idée, nous parlions de la théorisation substantive et de la théorisation formelle. On a qualifié pour l'instant substantif et formel. Mais s'agit-il de théorisation? J'aurai une hypothèse, et vous allez la comprendre rapidement. Non. Pourquoi? Même si ça s'appelle la théorisation ancrée. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que si on définit un concept, on va dire un concept, c'est une représentation abstraite d'une réalité, de la réalité d'une classe d'objets, que ce soit des objets physiques ou abstraits, et qu'elle est susceptible, cette catégorie, d'englober tous les objets réels ou non qui sont compris dans cette classe, que je les connaisse ou que je ne les connaisse pas encore. La théorie va être, me semble-t-il, un corps organisé de concepts. Des concepts qui sont liés entre eux pour pouvoir produire du sens et expliquer un ensemble de phénomènes qui sont distincts, mais que justement, la théorie va relier. J'en veux pour preuve, je ne vais pas vous faire un développement là-dessus, la théorie marxiste du capital a plusieurs types de concepts très forts et qu'elle lie entre eux pour nous donner justement une théorie générale du capitalisme. Et il y a des concepts qui renvoient à des réalités qui, a priori, ne sont pas liées et que justement la théorie a permis de lier et c'est pour cela qu'elle a produit du sens. Donc, mon hypothèse est de dire, si vous regardez ce que produisent les qualitativistes du style Howard Becker, du style Barney Glaser ou Anselm Strauss, bien sur le fond, on a affaire à de la conceptualisation ancrée. C'est-à-dire, oui, il y a bien un travail de catégorisation, oui, il y a bien un travail qui vise à nous permettre de prendre conscience d'une réalité, de dégager à partir de celle-ci toute une catégorie qui permet d'identifier une classe d'objets particuliers, mais il n'y a pas plusieurs concepts et ils ne sont jamais liés entre eux. L'exemple parfait, c'est justement Glaser et Strauss qui vont avoir développé par exemple les transitions statutaires ou le contexte de conscience de la fin de vie, qui sont des conceptualisations passionnantes, pertinentes, très utiles, mais que je n'appellerai pas théoriques. Exemple parfait, je vous le donne en 2 minutes, exemple parfait, c'est les contextes de conscience de fin de vie. Ils nous disent, il y a 4 types de contextes. Du fait que, en quelque sorte, par rapport à ce statut, à un moment donné, on va passer de malade à mourant. Le premier, c'est le contexte est fermé. Bien sûr, il y a une personne qui le sait au moins. C'est le médecin. Mais les autres acteurs ne le savent pas. Et le médecin ne le dit pas. Premier type de contexte. Deuxième type de contexte, le contexte de suspicion. Le médecin ne l'a pas dit, mais les infirmières, elles ont l'habitude de travailler avec lui, elles voient qu'il a modifié un peu ses comportements, elles voient que le médecin probablement a prescrit un certain nombre de médicaments qu'il ne prescrivait pas avant. Bref, elles se doutent de quelque chose. Le malade sent bien que probablement dans son corps il y a des choses qui se passent et qu'on ne lui dit pas tout et il va mener à sa façon son enquête. Et bref, on est dans un contexte où il n'y a toujours qu'un seul acteur qui connaît la situation, mais les autres acteurs se doutent, se méfient et donc vont enquêter. Troisième contexte, le contexte de simulacre mutuel. Tout le monde sait que les autres savent, mais personne ne le dit ouvertement. Ça reste en quelque sorte un secret partagé. Personne n'a envie, pour différentes raisons, que ça devienne objectivé. Et puis le dernier, bien sûr, c'est le contexte de conscience ouvert. Alors, vous le regardez, vous pouvez amuser à faire varier ça, et vous pourriez, excusez-moi, je prenais tout à l'heure la relation amoureuse, on peut continuer quelques années plus tard, après la relation amoureuse, il arrive un moment peut-être où se pose la question, me trompe-t-il ou me trompe-t-elle? Et que là, on pourrait dire, ces contextes de conscience jouent aussi. Il y en a un qui le sait, l'autre ne le sait pas. Il y a une suspicion, et on mène l'enquête. Il y a un simulacre mutuel.
Chacun sait, mais personne ne dit à l'autre. Et ça arrange bien tout le monde. Puis, il y a le contexte ouvert, on négocie à partir de là. Je trouve que c'est un concept très utile qu'on pourrait imaginer transposer. Eux commencent à élaborer un certain nombre de propriétés. Ils nous disent par exemple, attention, le contexte de conscience, il ne porte pas que sur le fait de mourir. Il y a des objets aussi. Et donc on peut avoir un entrelac de contexte de conscience différents selon les objets. Oui, le contexte de conscience est ouvert. Tout le monde sait que le malade est maintenant en phase terminale. Oui. Mais la question c'est quand, quel délai et comment il va finir. Et là, peut-être que c'est fermé, alors que de l'autre côté, c'est ouvert. On voit bien qu'il y a des effets de la conscience ou de la non-conscience ou du type de conscience. Des effets sur la façon dont les soins sont délivrés. Ils ne soignent probablement pas de la même manière quand on sait ou quand on ne sait pas. On délivre des soins de manière différente. Probablement que le patient vis-à-vis de ces soins va avoir une attitude différente. Probablement qu'il aura une attitude différente par rapport à sa propre fin de vie, s'il sait, s'il ne sait pas, s'il se doute, etc. Donc, je veux essayer de vous montrer là très rapidement qu'on a affaire, me semble-t-il, à quelque chose de très pertinent, mais que je n'appellerai jamais quelque chose qui relève d'une théorie. Ça me semble être un concept que l'on veut faire varier, tourner, et il faudrait réfléchir à telle condition dans d'autres contextes, pour d'autres objets, mais on n'a pas affaire à une théorie. Pourquoi? Parce que c'est un concept monogame, il se balade tout seul. Il est tout seul, le concept de conscience de la fin de vie. Et donc, à proprement parler, ça n'est pas de la théorie. Et puis, dernier élément que je voulais évoquer, ils ont bien eu conscience qu'ils étaient embêtés, nos amis qualitativistes, avec ceci, puisqu'ils ont dit, oui, mais nos concepts, ils sont particuliers à nous, ils sont propres, ils ne sont pas comme une propre, excusez-moi, singuliers. Ce sont des concepts, je ne voulais pas dire clean, c'est ça que je voulais... ce sont des concepts qui nous sont singuliers, qui sont différents de ceux des autres chercheurs qui ne sont pas qualitativistes. Il faut distinguer les concepts sensibilisateurs et les concepts définitifs. Et nous développons des concepts sensibilisateurs, c'est-à-dire qui suggèrent des directions dans lesquelles il faut regarder, qui sont des points de départ plus que des points de référence. Alors que les concepts définitifs sont des concepts qui sont basés sur des propositions fortes, avec des indicateurs précis, et qui, grâce à eux, on peut voir et on peut observer de manière cadrée. La solution qu'ils nous proposent, c'est de dire la particularité de la recherche qualitative, c'est d'avoir des concepts spécifiques qui peuvent mobiliser des formes souples de structuration de l'activité du chercheur. On veut bien. Sauf que Blumer, Herbert Blumer, un des pères de l'interactionnisme, d'où proviennent ces chercheurs, eh bien, celui qui a justement inventé le terme de concept sensibilisateur dans un ouvrage, dans un article célèbre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'il y a de faux avec la théorie sociale ?» Eh bien, nous dit, et je le cite, « En raison même des caractéristiques empiriques du monde social, nos concepts sont plus sensibilisateurs que définitifs. Ce qui est commun est exprimé de manière différente dans chaque instance empirique et ne peut être atteint que par un travail sur cette expression différente. » Ce qu'il est important de retenir, j'insiste, ça n'est pas en raison d'une méthodologie particulière, qui serait la méthodologie qualitative, c'est en raison, si j'ose dire, de la nature du monde social, de l'objet sur lequel travaillent les chercheurs qualitativistes. Autrement dit, c'est en raison même, et ça sera mon troisième point, c'est en raison même du paradigme épistémologique dans lequel ils se reconnaissent qu'ils disent qu'il y a des particularités qui les gênent pour développer de la théorie, qui les gênent pour produire des concepts qui soient formels,
etc. Alors, d'où vient cet embarras? Mon troisième point. D'où vient cet embarras? Pas, comme on l'entend quelquefois, parce qu'il y a une certaine immaturité de la recherche qualitative, qui n'aurait pas encore eu le temps de développer ses fondamentaux. Non. Mon hypothèse, ça vient du fait que la recherche qualitative repose sur un paradigme épistémologique particulier qui promeut un mode de connaissance particulier de la réalité, et que c'est en raison de cela qu'il y a cet embarras avec la théorie. Quel est ce paradigme épistémologique? Et ça nous permettra de faire des rebonds avec les exposés précédents. Et là, j'emprunte à des auteurs comme l'historien Carlo Ginzburg ou Jean-Claude Passeron d'un autre côté. La première idée, c'est que la connaissance, le mode de connaissance, le mode d'accès à la réalité est toujours indirect, immédiat. On n'accède pas à la réalité. J'accède jamais. C'est bien pour ça que la référence à Ginzburg est importante. Ce sont les historiens. On n'accède jamais au passé. On n'accède qu'à des traces. Mais de la même manière, je n'accède pas au sens que les acteurs donnent de leur action, au sens de leur expérience. Je n'accède qu'à la narration de cela. Et de ce fait, parce que la connaissance est toujours médiate et indirecte, je ne peux livrer que des interprétations. Première idée. Mais ces interprétations sont toujours, si j'ose dire, compensées par le fait que la connaissance soit empiriquement contrainte. Et c'est dans ce sens-là, me semble-t-il, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'il faut peut-être ajouter, nous ne sommes pas dans un modèle d'herméneutique pur, justement parce qu'il y a de l'empiriquement contraint. Parce que la connaissance de la réalité est toujours située, contextuelle. Troisième idée, cette connaissance est toujours conjecturale. C'est l'idée forte de Ginzburg. À cette différence près que on n'a pas regardé les vols d'oiseaux, ni les entrailles des animaux, on n'est pas à l'appétit pour essayer de deviner l'avenir. Non, la conjecture, c'est sûr avant. Puisque, sur le fond, quand j'accède au sens que l'acteur donne à son action, sur le fond, comme je n'accède qu'à la narration, on doit présupposer qu'il y a quelque chose d'autre que ce sens. Il est construit par la narration et il est quand même déjà un peu là avant, dans une certaine mesure, l'expérience au moins est là. Donc, de ce fait, c'est toujours un travail de conjecture en arrière qui va essayer de construire à partir d'indices, tu parlais d'indices aussi, mais qui va construire à partir d'indices, et la difficulté, bien sûr, c'est de savoir ce qui, parmi les données, peut constituer des indices. Et puis, quatrième idée, c'est que c'est une connaissance conséquentialiste, plus que causaliste. Conséquentialiste, ça veut dire, dans une certaine façon, je pars du résultat. Comme dans une enquête, et d'ailleurs Ginzburg y fait référence à la Sherlock Holmes, dans une enquête d'un roman policier à énigme, je pars avec le cadavre. Et je remonte, non dans le temps bien sûr, mais je remonte dans les facteurs qui ont pu produire cet élément-là, mais vous comprenez bien que cette remontée, elle peut aller dans plusieurs directions, et c'est ce qui explique que nous ayons affaire, à cause de cette connaissance conséquentialiste et non causaliste, on a affaire à une pluralité d'interprétations. Plusieurs facteurs peuvent venir expliquer ce résultat, puisque je pars du résultat en tant que tel. Dès lors, pour toutes ces raisons, je vais un peu vite, mais pour toutes ces raisons, la suprême théorie à la Talcott-Parsons pour les sociologues n'est plus pas envisageable. Pas du tout. On a
au mieux la production, on va dire, d'instruments qui sont capables de rendre intelligibles des morceaux du social, des configurations et certaines des variations de ces configurations. Dès lors, me semble-t-il, oui, la recherche qualitative est embêtée avec la théorie. Non, elle peut ne plus l'être si elle admet, tout bêtement, qu'elle travaille avec des constructions intermédiaires. Qu'elle ne peut pas se limiter à produire du concept, parce qu'il est toujours trop indigène, et qu'elle ne peut pas, en raison du paradigme épistémologique dans lequel elle se situe, elle ne peut pas viser, si tant est qu'on puisse le faire, elle ne peut pas viser un système théorique qui articule une diversité de concepts pour rendre compte d'un univers de comportement et de configuration. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée de construction intermédiaire? Je résume et je termine là-dessus. Première idée, on n'est pas dans un modèle causaliste, je le disais tout à l'heure. Si on est dans un modèle conséquentialiste, dès lors, l'élément important à retrouver, ce sont des processus, ce sont des procédures en tant que telles, qu'il faut reconstruire. Deuxième idée, s'il y a une pluralité des interprétations, la question de la vérité, du faux ou du vrai ne se pose plus. La question qui va se poser, c'est celle de la plausibilité. Les conjectures, elles doivent être à la fois plausibles, congruentes avec, plausibles analytiquement parlant, congruentes avec la perception ou l'expérience qu'en ont les acteurs, relevantes, pertinentes par rapport à l'état des connaissances à un moment donné, elles doivent être aussi efficaces, si je puis dire, en termes d'économie du raisonnement. Ce sont ces constructions intermédiaires, des constructions qui sont situées et contextuelles, mais donc qui ne peuvent pas être généralisables, mais qui peuvent être transposables, qui peuvent être, si vous me permettez le néologisme, translatables, qu'on peut opérer des translations d'un champ à un autre, d'un contexte à un autre. Comme ce sont des processus, des procédures, bien, ce sont plutôt que des résultats, ce sont des narrations. Becker parle d'histoire analytique, qui rendent compte d'engrenage, d'enchaînement, de procédures, pour pouvoir expliquer, par-delà le sens que les acteurs donnent à leur action, ce qui peut, in fine, expliquer qu'ils aient agi ou qu'ils aient telle vision du monde. Bref, si ce n'était la gangue un peu fonctionnaliste de l'expression, je dirais que on doit probablement dans la recherche qualitative s'orienter vers ce que Robert Merton appelait des théories à moyenne portée. Et je terminerai par une question, mais je ne suis pas sûr d'avoir raison dans tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas sûr d'avoir raison parce que je me demande de plus en plus, en travaillant sur ces auteurs, en essayant moi-même de thématiser différentes réflexions sur les logiques de la découverte dans le cadre des recherches qualitatives, de moins en moins, je crois au fait que ce paradigme épistémologique serait la particularité de la recherche qualitative, et je me demande si sur le fond, ça n'est pas tout bêtement le paradigme général de la recherche en sciences sociales tout au moins. Je vous remercie de votre attention.